bonjour à tous. Merci d'être là. Je suis avec vous pendant 50 minutes. Je vais essayer de ne pas déborder. Ça va être mon principal objectif du jour. Donc, je m'appelle Denis. On est ensemble pour 50 minutes pour parler de souffrance au travail et de comment l'industrie agile y contribue. Et je souhaite vous partager une de mes convictions fortes, selon laquelle l'industrie agile, sans forcément le savoir, sans forcément le comprendre, participe au malheur, au mal-être, au travail. Mais avant, je vais commencer par définir. Parce qu'on va parler d'industrie agile, on va parler de souffrance au travail, on va parler de travail. C'est trois notions qui sont assez floues. Et d'ailleurs, je pense que si on faisait l'exercice pour chacune de ces notions, de vous filer le micro, vous auriez tous une définition un petit peu différente, parfois complémentaire, mais souvent contradictoire. Et de ce flou, on va dire, autour de ces contours, on va dire, de cette notion, nous permet de comprendre aussi pourquoi c'est si difficile aujourd'hui d'affronter ces sujets-là. Le premier, ça y est, j'ai mon petit machin qui ne marche plus. Le premier concerne l'agilité. Alors, c'est un terme qui est devenu un petit peu vide aujourd'hui, qui signifie plein de choses et en même temps rien. C'est même devenu un mot valise. On parle d'entreprise agile, on parle de... Tout à l'heure, on entendait le mot mindset agile, qui est une aberration, mais ça fait partie, on va dire, du vocabulaire qu'on entend aujourd'hui. Je pense que l'une des difficultés, c'est qu'on n'a pas de définition officielle. Alors moi, je vous partage la mienne, qui a ses limites, qui vaut ce qu'elle vaut. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on est aujourd'hui entouré de professionnels du sujet, donc je pense que vous avez tous en tête ce que ça signifie. Donc pour moi, l'approche agile, c'est un moyen qui permet à un collectif de prospérer dans un environnement changeant. Je fais vite pour aller parler du travail, exactement la même chose, une notion qui est plurielle et surtout qui est très changeante. Alors le travail fait partie de nous, être humain depuis que nous sommes êtres humains, et c'est une notion qui a évolué au fur et à mesure que nous avons évolué nous-mêmes. À ce sujet, je vous conseille un très bon livre qui s'appelle Travailler, qui explique depuis des milliers d'années l'évolution du travail, notre rapport au travail. Notre rapport au travail n'est pas le même aujourd'hui qu'il était il y a 10, 20, 30, 100 ans, 1000 ans. Et déjà, il y a cette évolution qui explique la difficulté d'expliquer ce qu'est le travail, mais on peut voir aussi dans la définition, j'ai pris le dictionnaire Larousse. Alors il y a plein de bullet points, on va dire, dans le Larousse sur ce sujet-là. J'en ai pris deux pour vous montrer les limites de ces définitions-là. Alors la première définition, c'est le travail est une activité de l'homme appliquée à la production, à la création, à l'entretien de quelque chose. Alors là, vous pouvez voir que, selon moi, c'est quelque chose de très très flou. Parce que typiquement, ça, on peut l'appliquer aussi bien aux abeilles qu'aux fourmis. Ce n'est pas spécifique à l'homme. Deuxième définition, le travail est une activité professionnelle, régulière et rémunérée. Est-ce que ça signifie par exemple, quand je vais promener des chiens, la SPA de mes week-ends, je ne suis pas rémunéré? Est-ce que ça signifie que ce n'est pas un travail? Quand je travaille, quand je présente par exemple cette conférence qui a nécessité plusieurs heures de préparation, je fais ça une fois dans l'année, est-ce que c'est ni régulier, c'est pas rémunéré, est-ce que c'est pas du travail? Et tout ça s'explique en partie par Alain Supiot, qui est un philosophe, un juriste, un professeur au Collège de France, qui a beaucoup étudié le travail, par une distinction qui est importante de faire entre le travail et l'emploi. Alors le travail, c'est la tentative de faire advenir une idée dans le monde. Donc là, c'est selon lui ce qui nous distingue des animaux. C'est-à-dire qu'on a d'abord une image mentale et on va mettre en action des choses afin de faire advenir cette image mentale. Et il distingue donc le travail, qui peut s'appliquer à tout ce que je viens d'évoquer précédemment, à l'emploi. L'emploi qui est une notion très récente, qui vient de l'essor du capitalisme, qui est un dispositif pour concrétiser un échange entre une personne offrant son temps et une personne offrant une rémunération contre son temps. Donc là, on est vraiment dans un rapport contractuel, et c'est un rapport de subordination entre l'employeur et l'employé. Alors, au grand malheur d'Alain Supiot, aujourd'hui, quand je vais parler de travail, je vais surtout parler d'emploi. Je préfère vous le dire, quand je parle de travail, de souffrance au travail, au final, je vais surtout parler de travail salarié, donc, au final, selon Alain Supiot, d'emploi. Et je vous expliquais tout à l'heure que cette notion de travail, elle est floue, d'autant plus floue qu'elle a beaucoup évolué au fil des siècles. Et notamment au sein des dernières années, de 10 dernières années, où ce qu'on attend, je vais peut-être me mettre là parce que j'ai l'impression que ça ne capte pas quand je suis là, ce qu'on attend en fait, ce qu'on attend du travail, de son emploi, a évolué, son rapport au travail a évolué. C'est-à-dire qu'il y a quelques centaines, voire milliers d'années, on travaillait essentiellement pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, on attend plus, on souhaite s'accomplir, on souhaite trouver un sens dans ce qu'on fait, tout du moins dans les sociétés, on va dire, occidentales. Et dans le travail, il y a cette volonté de s'inscrire dans quelque chose qui fait sens pour soi et pour les autres, dans quelque chose pour lequel nous pouvons nous reconnaître et être reconnus. Et je vous partage cette évolution
de la définition pour amorcer, on va dire, pour faire un pont vers ce que ça signifie la souffrance au travail. Et je vais faire une caricature, un résumé, s'il y a des sociologues parmi vous, je m'excuse d'avance, c'est que c'est souvent cet écart entre, on va dire, ce que l'on souhaite accomplir, comment on souhaite se réaliser et ce que l'on fait au quotidien, qui crée une tension qui génère de la souffrance au travail. C'est un résumé très grossier, mais je vous ai rentré dans le détail après tout à l'heure. Et la souffrance au travail est aussi une notion contradictoire et difficile à définir, déjà parce qu'elle est profondément subjective. Ce qui me fait souffrir moi au travail, ce n'est pas la même chose que mon collègue. Ce qui me fait souffrir aujourd'hui ne sera pas forcément ce qui me fera souffrir demain. C'est donc quelque chose qui est subjectif, mais qui s'inscrit aussi en contradiction et qui signifie qu'il existe aussi le bien-être au travail. C'est ce que nous explique Vincent de Goldjak dans un sociologue dont je vous recommande son livre « Travail, les raisons de la colère », qui nous dit que le mal-être n'est compréhensible qu'en tant que le travail peut être facteur de bien-être, et les mêmes situations peuvent apporter du plaisir ou de la souffrance. Donc toute la difficulté de comprendre ce que c'est la souffrance au travail. Pourtant, malgré cette difficulté, elle est palpable. Aujourd'hui, il y a nombre, on va dire, d'études qui nous montrent aujourd'hui la présence et l'omniprésence, voire de ce mal-être. Je vous en ai cité 3. On pourrait passer, je pense, une journée entière à vous présenter différentes études. Les 3 que je vous ai citées, une de 2018, de l'assurance maladie, qui montre que le nombre de demandes de reconnaissance de maladies psychiques a été multiplié par plus de 5 en 5 ans, et 50% de ces dossiers transmis sont d'origine professionnelle. Une de l'empreinte humaine, qui a un cabinet spécialisé dans la réflexion sur la psychologie du travail. 2,5 millions de salariés sont en état de burn-out sévère, soit 34% des salariés. Là, c'est une étude qui est sur le sol français. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse, c'est que les Français, nous avons cette particularité d'avoir un rapport au travail qui est très différent des Européens, et voire à l'international. C'est-à-dire que nous avons un rapport où nous souhaitons vraiment nous accomplir, où nous souhaitons tirer une fierté de ce que l'on fait. Ça s'explique par un pan historique de notre culture. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, cette particularité fait qu'on est profondément, on peut profondément être plus victime, on va dire, cette souffrance au travail que nos collègues européens. Et toujours l'empreinte humaine qui nous explique que 44% des salariés français sont en état de détresse psychologique. Et face à ça, on peut se poser plein de questions. Déjà, mais qu'est-ce qui cause cette souffrance au travail? Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Quelles solutions on peut mettre en place pour éviter cette situation? Alors les causes, il y en a pléthore. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais plutôt rentrer dans le détail de 3 causes, qui sont le travail empêché, le changement permanent et la tyrannie de l'urgence. J'aimerais vous dire que ce choix est profondément scientifique, ça ne l'est pas, c'est un choix totalement subjectif qui est lié à mon passé sombre de consultant, et c'est quelque chose que j'ai vu très souvent. Et je vais vous présenter des fausses solutions, l'imposition de process et l'approche de solution. Et dans chaque situation, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, l'industrie agile participe, on va dire, à ces causes et à ces fausses solutions. Ce qui me permet d'amener une dernière définition, il y a promis, j'arrête là. Qu'est-ce que c'est l'industrie agile? Alors, l'industrie agile, au final, c'est toutes celles et ceux qui participent à la diffusion de l'agilité et à la mise en action de l'agilité. Donc ça peut être des consultants, des coachs, des Scrum Masters, indépendants, pas indépendants, des ESN, des cabinets de formation, de certification, etc. Donc au final, tous les professionnels qui gravitent, on va dire, autour de l'agilité, et on peut mettre aussi des conférenciers, donc des personnes également, je m'inclus là-dedans. Décidément, jusqu'au bout. Je vais zoomer donc sur les 3 causes profondes. Le travail empêché, le changement permanent et le tyrannie de l'urgence. Et le but, c'est que à chaque cause profonde, je vais vous expliquer ce qu'elle signifie, ce qu'elle ne signifie pas et comment l'industrie agile y participe. On va commencer par le travail empêché. Alors, ce n'est pas un terme qui vient de moi, c'est un terme qui vient du psychologue Yves Clos. Donc, je vous recommande ses livres, notamment un de ses derniers qui s'appelle Le coût du travail bien fait, où il a étudié notamment le travail des éboueurs à Lille. C'est un livre que je trouve vraiment passionnant. Et le travail empêché, ce que nous explique Yves Clos, c'est que nombre de salariés se retrouvent en situation où ils ne peuvent pas décider des conditions et de leur environnement de travail, et ils subissent leur environnement de travail qui ne leur permet pas de bien faire leur travail, de pouvoir réaliser un travail dont ils tirent une fierté. Il parle dès lors de travail empêché. Et sa définition, enfin son explication, c'est que les salariés ne participant pas aux décisions impactant directement leur quotidien ne peuvent ni agir sur leur environnement, ni expérimenter leurs hypothèses. Et donc, ces personnes-là se retrouvent enfermées dans une situation qu'elles ne contrôlent pas, à devoir
mais faire des gestes qu'elles considèrent ne pas être les bons gestes, et elles tirent assez peu de fierté de leur travail, ce qui peut créer, j'insiste sur ça peut, parce que ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais ça peut créer une situation de mal-être au travail. Et là, vous allez me dire, mais ok, super, mais quel rapport avec l'industrie agile? Eh bien, pour moi, et c'est quelque chose de fondamental dans l'industrie agile, c'est sa façon d'apprendre son métier, c'est d'arriver avec tout un ensemble de process, de règles, donc d'avoir une approche très coercitive en disant, à partir de maintenant, vous allez appliquer tel ou tel process, telle ou telle règle. C'est nous, les cerveaux, et on va vous expliquer comment vous allez devoir travailler. Donc il y a cette approche qu'on peut voir à travers les frameworks, tout à l'heure on en a vu pléthore, qui a cette, on va dire, logique tayloriste, fordiste, consistant à mettre en place des choses, à imposer des choses par des personnes qui ne font pas partie de l'équipe, par des personnes qui ne font des fois pas partie de l'entreprise. Et ça, c'est ma conviction personnelle, mais je voulais un petit peu confronter cette idée avec d'autres professionnels du secteur. Donc je suis allé sur un Slack qui s'appelle les Slack les Agilistes, je ne sais pas si vous connaissez ce Slack-là, qui regroupe des professionnels de l'agilité. Donc il y a un peu plus de 2000 personnes, je crois même 3000 personnes. Et j'ai posé cette question, qui a pris la décision d'instaurer la culture agile au sein de l'équipe? Alors entre-temps, j'ai un peu de mal avec la notion de culture agile, je préfère parler d'approche. Mais bon, bref, ne jouons pas sur les mots. Et j'ai eu un peu plus de 70 réponses, ce qui est trop peu pour avoir quelques vertus scientifiques, mais qui permet de voir une tendance que j'ai essayé après de confirmer, je vais vous dire comment. À cette question-là, plus d'une personne sur deux m'a répondu qu'en fait, c'est une personne extérieure à l'équipe qui a mis en place l'approche agile au sein des équipes. Donc là, on est vraiment dans cette logique de « tiens, vous n'êtes vraiment pas des cerveaux, vous êtes juste des mains, je vais vous expliquer comment vous allez travailler à partir de maintenant ». Sauf que ceux qui font, c'est ceux qui savent comment travailler. Donc là, on est vraiment dans une logique de travail empêché, mise en place par l'industrie agile. Et j'ai, peut-être dans une logique de biais de confirmation, demandé à Dan Messick, donc, qui est un Américain qui est consultant, coach agile, qui travaille, je crois, du côté de Boston, qui travaille d'ailleurs souvent avec les signataires du manifeste agile, notamment Jeff Sutherland, si ma connaissance du Gotha est la bonne. Et je lui ai écrit un mail, tout simplement, en disant, voilà, ce que je vois, ce que j'observe, est-ce que vous pensez la même chose que moi? J'avais évidemment quelques certitudes là-dessus, parce qu'il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et dans son mail, ce qu'il m'explique, c'est que dans le monde entier, l'agilité est imposée. L'industrie agile a totalement échoué dans l'éducation des cadres. Des cadres bien intentionnés croient qu'ils peuvent déployer l'agilité comme un processus défini. Personne ne leur dit le contraire, et personne ne dit aux cadres que les employés doivent être impliqués dans le changement. Donc là, on est à 2000% dans le travail empêché que je vous évoquais tout à l'heure. Deuxième cause, je vais vous parler du changement permanent. Alors le changement permanent, de quoi je parle? Alors vous avez peut-être fait cette expérience-là, moi je l'ai vécu, je vais vous donner un exemple qui, je pense, traduit la notion de changement permanent. Quand j'étais consultant, il m'arrivait de voir plusieurs clients, et très souvent, je voyais des personnes qui me disaient, des managers ou même des managers me dire je ne sais même pas à côté ce qu'ils font, ça a changé, ils ont de nouveaux noms, il y a de nouvelles personnes. Je mets aussi le souvenir très ténu encore d'une personne me montrant tous les mois l'organigramme en me disant, tu vois, ça a encore changé, il y a des nouvelles personnes, on a de nouveaux rôles. Même me dire, tiens, j'ai une collègue, je suis avec elle, je la connais on travaille ensemble depuis 10 ans, j'ai aucune idée de son rôle parce qu'il change tout le temps. C'est un peu ça, mais c'est pas que ça aussi, c'est aussi le changement de termes, des nouveaux mots qui apparaissent, des mots qui disparaissent, qui deviennent même peut-être tabous. Et le changement permanent, c'est ça. C'est une restructuration permanente des entreprises qui empêche les salariés de s'appuyer sur leur expérience, sur leur réseau, sur leur collectif ou encore sur une hiérarchie stable. Pour comprendre, en fait, c'est que les salariés se retrouvent un petit peu sur un fil du rasoir. Ils ne peuvent pas se raccrocher à un savoir, à une expérience, et ils doivent au contraire se raccrocher à une bouée de sauvetage, c'est-à-dire ceux qui ont ce savoir-là, donc les fameux coachs, les consultants, etc., qui, eux, détiennent le savoir, et j'ai fait le lapsus de pouvoir, concrètement, c'est ce qui se passe. Et ça peut générer une situation de précarité subjective, c'est-à-dire qu'on a tendance parfois à considérer que les salariés connaissent une situation de précarité quand ils ont un contrat, ils sont en CDD et la fin du CDD arrive, quand ils sont par exemple
quand ils sont stagiaires et que le stage à la fin du stage arrive bientôt, quand ils sont dans une période d'essai qui n'est pas validée. Donc ça, effectivement, c'est une forme de précarité, mais il peut y avoir aussi cette précarité subjective. Typiquement, je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne sais pas dans quel changement je vais être mangé, entre guillemets, et je ne sais pas sur quoi je vais pouvoir m'appuyer, et je ne pourrai plus m'asseoir sur mon savoir professionnel. Et ça, c'est quelque chose que Danielle Linhart, la sociologue, a très bien expliqué. Je vous ai parlé de précarité subjective, c'est un terme qui vient de la sociologue Danielle Linhart, nous expliquant que dans toutes les entreprises, on change régulièrement de logiciel, on recompose les services, les départements, on redéfinit les métiers, on organise des déménagements, on externalise, puis on réinternalise. Ce faisant, on rend les connaissances et l'expérience obsolètes, on arrive même à transformer les bons professionnels en apprentis à vie. Les gens sont perdus. Alors là, une fois de plus, vous allez me dire, ok, mais quel rapport avec l'approche agile? Eh bien, je pense que là, on est dans le cœur du métier des consultants, de toute personne travaillant, on va dire, de tous les professionnels de l'agilité. C'est-à-dire que ce sont, au final, des professionnels du changement. Ils arrivent en mettant en place des nouveaux process, en changeant des rôles. Typiquement, si vous mettez en place Scrum, vous allez changer les rôles et puis même des métiers, au final, des personnes. En changeant aussi le langage. Le langage agile apparaît en entreprise. Et certains thèmes deviennent source de moquerie. Pour une raison qui me dépasse toujours, j'ai très souvent vu, avec l'arrivée d'agilistes, le terme de chef de projet devenir une source de moquerie. En disant « Ah, ça c'est l'ancien monde, on ne fait pas de gestion de projet maintenant ». Sauf que concrètement, il y a de la gestion de projet dans les entreprises, donc ce n'est pas un terme à mettre au rebut. Bref, le cœur du business de l'agilité, c'est d'amener le changement, et c'est de même faire en sorte que ce changement soit permanent, parce que plus il arrive, plus je vais pouvoir vendre des formations. Ah, il y a un nouveau truc, mais vous n'êtes pas au courant de ça, il va falloir que je vous forme. Donc là, il y a une machine financière qui est implacable. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. Là, j'étais coach agile dans une entreprise il y a quelques années, d'une banque, qui souhaitait mettre en place toute une transformation, et elle était accompagnée par un grand cabinet, une énorme ESN, qui leur avait vendu Safe. Et donc, il y avait, en fait, vendre Safe, c'est vendre des formations, et donc l'ensemble des personnes de l'entreprise étaient parties dans des formations à l'infini. Et ça, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, il se trouvait que la plupart ne comprenaient pas trop, parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'elles n'adhéraient pas, elles ne comprenaient pas vraiment pourquoi. Et pour une raison qui me dépasse, un jour, un dirigeant a dit « Mais non, en fait, Safe, c'est de la merde, on va passer à autre chose. On va passer par une entreprise qui propose... on parlait de Spotify tout à l'heure. On va faire du Spotify bis. Alors, vous voyez la différence entre Spotify et une banque. Je vous laisse imaginer un petit peu, comme tu disais tout à l'heure, la différence aussi de la compréhension de ce que ça signifie. Il y a aussi un contexte qui est spécifique à Spotify qui n'était pas du tout le cas. Et donc là, hop, on repart dans d'autres formations. Et là, les gens étaient complètement perdus. Ils ne savaient plus laquelle devait suivre, enfin plutôt laquelle était source de vérité ou pas. Bref. C'est le cœur de métier de l'agilité, ce changement permanent. Et d'ailleurs, c'est une des questions que j'ai posées au Slack, les agilistes. Diriez-vous que l'apprentissage de l'approche agile par l'équipe s'est fait majoritairement par, et donc là, plus de 65% des personnes ont répondu que ça s'est fait par la mise en place de nouveaux rôles, la mise en place de nouvelles règles, de nouvelles pratiques. Bref, ça s'est fait par un changement qui est arrivé dans mon entreprise. C'est là où j'ai découvert cette approche agile-là. Troisième cause, la tyrannie de l'urgence. Alors, la tyrannie de l'urgence, travaillant en start-up depuis maintenant un peu plus de 2-3 ans, c'est quelque chose que je vis au quotidien. C'est le fait d'être toujours dans l'urgence et de faire passer l'urgence devant l'important. C'est le fait d'être dans l'ultra-réaction. On doit toujours réagir. Il y a quelque chose, il y a un problème, il y a une question, on réagit, on réagit, on réagit, on réagit. Et au sein des startups, ça s'explique en partie par, on va dire, un management financier, c'est-à-dire qu'il y a des levées de fonds, et donc il y a des actionnaires qui arrivent en disant à partir de maintenant, je vous ai filé du pognon, dans 3 mois, vous devez être là, dans 6 mois, vous devez être là. Et là, ça crée une situation où la temporalité financière n'est pas la même que la temporalité organisationnelle, et on tombe dans cette tyrannie de l'urgence, il faut aller vite, 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 on est en retard, on est tout le temps en retard. De toute façon, on commence le travail en étant en retard. Il y a un très bon livre que je vous conseille, de Dominique Schnapper, qu'elle a écrit avec son fils, qui s'appelle « Démocratie en entreprise », où elle dit que les entreprises sont transformées par l'accélération du progrès technique, la concurrence accélérée et l'accélération de l'exigence des résultats financiers. La tyrannie de l'immédiat constitue un défi en soumettant l'entreprise à une temporalité extérieure qui n'est pas celle de son fonctionnement intérieur. Donc, ce que ça signifie aussi, c'est qu'on n'a plus le temps pour, notamment, accueillir des nouvelles personnes. Comme on est tout le temps pressé,
L'onboarding, on va faire ça un petit peu à l'arrache, parce que les personnes qui sont censées accompagner les personnes, donc les intégrer, faire en sorte qu'elles se complaisent et qu'elles puissent s'épanouir dans l'entreprise, elles ont beaucoup d'autres choses à faire. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que ce qui est urgent, c'est transmettre l'information, mais ce n'est pas de transmettre la connaissance. Et donc là, on retombe aussi dans d'autres causes. Donc on peut voir qu'il y a un entrelacement de causes qui se rejoignent et qui crée une situation qui peut être profondément destructrice pour les salariés. Là, une fois de plus, quel est le rapport avec l'agilité? Et donc là, je fais écho à la conférence qu'il y a eu juste avant moi. Première chose, c'est les titres des livres des spécialistes ou des experts reconnus, on va dire, de l'agilité. Le livre accéléré ou le livre L'art de faire 2 fois plus de travail en 2 fois moins de temps. Alors, je ne critique pas le contenu de ces livres, qui en soi sont intéressants, on va dire, mais plutôt ce qu'ils vendent à travers leur couverture. Donc, ce qu'ils vendent, c'est en appliquant ça, vous allez être ultra rapide. Et donc là, on rentre dans une logique d'intensification du travail. On rentre dans une logique de ce qu'on appelle, ce que la sociologue Corinne Godard appelle le modèle à la hâte, où il faut toujours aller plus vite. On est toujours dans la réaction. Il y a un rapport, l'Annual State of Agile, qui sort tous les ans. Je ne sais pas si vous le connaissez. Tous les ans, je vous conseille de le télécharger. C'est un rapport qui, en fait, un questionnaire qui est envoyé, il me semble, auprès de 40 000 professionnels de l'agilité, avec un ensemble de questions qui sont posées. Alors, je ne sais pas exactement comment ces chiffres sont posés, donc sont réalisés, donc j'ai aucune idée de la valeur scientifique, mais en tout cas, dans ce rapport, on peut voir que 71% des sondés mettent en place une démarche agile dans l'entreprise afin d'aller plus vite. Donc, agilité, c'est faire vite. Et donc, c'est aussi comment l'industrie agile se vend. J'ai participé à pléthore de situations où, en tant que représentant d'une ESN ou en tant que représentant d'un ensemble de consultants, notre argument massu pour dire « embauchez-nous » ou « montez notre TJM », c'était dire « vous inquiétez pas, vous allez produire plus vite grâce à nous ». Ce qui est une erreur totale, parce que le but c'est de produire mieux, pas plus. Et généralement, en plus, ce qui se passe, c'est quand on amène un changement, la production stagne, voire chute totalement. Donc là, je rappelle ce livre que j'évoquais tout à l'heure, le livre de Corinne Godard et de Serge Volkov, Le travail pressé, l'écologie du temps de travail, un sujet qui est, je trouve, passionnant et que je vous invite vraiment à lire pour vous rendre compte notamment des conséquences en fait, de cette tyrannie de l'urgence. Parce que pour certains, ça peut être un vecteur de challenge, se dire « Ah, chouette, tous les jours, j'ai un challenge, il faut que je fasse ceci en peu de temps ». Mais pour aussi beaucoup de personnes, ça va avoir des conséquences sur le sommeil. Ce stress, parce qu'il n'existe pas de stress positif, va entraîner des maux de ventre, des mal de dos et des arrêts de travail. Et des personnes qui sont dans une situation profondément difficile. Et d'ailleurs, pour citer Alain Supiot que j'évoquais tout à l'heure, c'est que autant le travail avant, notamment l'image qu'on a de l'essor de l'industrie dans le 18e, 19e siècle, c'est un travail qui nous abrutissait. Aujourd'hui, le travail nous rend fous, pour les raisons que je viens de vous évoquer. Le changement permanent, le travail pressé, tous ces éléments-là font qu'on peut devenir fou par le travail et l'industrie agile, comme je viens de vous le montrer, participe grandement à cette situation. Et face à cela, on est tenté de mettre en place différentes solutions, en se disant, bon, il y a un problème, je vais y réfléchir et je vais apporter des solutions. Logique. Sauf qu'on peut se voir aujourd'hui que dans l'immense majorité des cas, pour ne pas dire dans la quasi-exclusivité des cas, les cabinets agiles ou les cabinets, on va dire, RH, amènent des solutions qui sont des fausses solutions. Quand je dis fausses solutions, c'est-à-dire qu'elles contribuent à faire grossir le problème. Alors, il y a la quantité de fausses solutions, et moi, je voudrais vous en parler de deux. Le changement structurel et l'approche solution, qui sont pour moi 2 fausses solutions qui sont aujourd'hui portées, vendues, et qui font même partie de l'ADN de l'industrie agile. Alors d'abord, le changement structurel. Là, un peu de compréhension de ce que ça signifie. Encore, je vous cite un livre de François Dupuis, La faillite de la pensée managériale, qui nous explique qu'il faut bien distinguer la structure de l'organisation. La structure, c'est la théorie, on va dire, c'est la connaissance formelle de l'entreprise, ça peut être l'organigramme,
ça peut être les procédures, les règles, etc. Là où l'organisation, c'est au final comment les personnes vont se jouer de ce process, de ces règles, pour travailler, pour surmonter des problèmes. Donc la théorie, c'est la structure, et l'organisation, c'est la réalité. Alors qu'est-ce que nous explique François Dupuis? Il nous explique qu'aujourd'hui, l'essentiel des changements sont mis sur un changement structurel. Donc typiquement, changer les équipes, changer de hiérarchie, bref, changer l'organigramme, amener des nouvelles règles, avoir une approche très coercitive, voire bureaucratique. Et là, concrètement, ce qu'il nous dit, c'est qu'effectivement, il y a un changement qui se produit. Sauf qu'il est minime. Les gens sont déplacés. Mais est-ce que les personnes travaillent de manière différente? Est-ce qu'elles s'organisent différemment? Est-ce que face à un problème, elles ont une autre approche qu'elles n'avaient jusqu'ici? Non, au final, pas spécialement. Et donc, ce qu'il veut bien nous expliquer, c'est que le changement de la structure n'induit pas le changement de l'organisation. Et pourtant, l'organisation agile, l'industrie agile se complaît dans ce changement structurel. C'est même, on va dire, son étendard. Quand on parle d'industrie agile, on pense à par exemple, à Scrum, à la vision de Safe, à tous ces trucs-là. Il y a un coach que je vous conseille à lire, il a un blog que je trouve intéressant qui s'appelle JPoil, donc c'est un coach américain qui nous explique que dans chaque installation Safe que j'ai vue, et il y en a eu pas mal, et j'utilise le mot installation à bon escient, donc chaque installation est profondément attachée à une approche hiérarchique de contrôle. Les frameworks agiles concentrent leur attention et leur raisonnement presque entièrement sur les processus, les règles, les formulaires et les procédures. Alors, on préfère l'erreur, je l'ai faite moi-même, d'attribuer ça à Safe, en disant oui, mais ça c'est Safe, et de faire du Safe bashing, mais ma conviction, c'est que Safe, Scrum of Scrum, tous ces trucs-là ont la même approche. On vend une approche coercitive, on vend une approche structurelle, on ne vend pas un changement organisationnel. On ne nous explique pas, tiens, ce qui est important, c'est de changer des comportements. Ce qui est important, c'est de changer le processus de décision. On nous explique qu'en appliquant des nouveaux rôles, des nouvelles règles, on va avoir un changement qui va être important. On nous explique qu'en mettant en place Scrum, on va avoir des équipes autonomes, comme si on pouvait avoir une injonction sur l'autonomie, comme s'il suffisait de claquer des doigts et hop, les personnes sont autonomes, sans réfléchir à tous les processus de décision. Qui prend la décision? Comment est redistribué le pouvoir? Tout ça n'est pas évoqué, ou très peu, ou mal, selon moi, une fois de plus, c'est selon moi, dans toute l'industrie agile. Et en même temps, c'est compréhensible. C'est beaucoup plus facile d'arriver avec un poster en disant, ben voilà, votre entreprise, demain, ça sera ça. Plutôt que d'arriver en disant, en fait, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer, on va expérimenter des choses, et puis adviendra ce qu'il adviendra. J'ai testé le deuxième argument, consistant à dire, adviendra ce qu'il adviendra, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Auprès de clients, 9 fois sur 10, on m'a dit, non, je vais plutôt partir sur quelqu'un qui me dit, j'ai un poster et demain, mon entreprise, c'est ça. Et je le comprends, c'est extrêmement rassurant, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt, je trouve, des frameworks agiles, c'est d'amener une certaine rassurance auprès de la sphère directionnelle ou la sphère politique. Et donc, l'approche solution, qu'est-ce que c'est? L'approche solution, ça consiste à dire, tiens, face à un problème, je ne vais pas vraiment passer de temps à l'étudier, je vais sortir de ma boîte, je vais sortir de mon chapeau une boîte à outils. Un ensemble de process, un ensemble de pratiques qui vont permettre de solutionner tout ça. Et là, l'industrie agile fourmille de boîtes à outils. J'ai même l'impression de dire que sa boîte à outils, elle est toute boursouflée. Je vous donne quelques exemples que j'ai vécu un nombre incalculable de fois. Par exemple, vous avez un problème, un manager qui va dire à un coach agile, j'ai un problème d'efficacité dans mes équipes de développement logiciel. Bah, super, mettez en place Scrum. Okay. J'ai mes équipes qui sont perdues, elles n'ont pas trop de vision, elles ne savent pas trop où on va. Ouais, pas de souci, mettez en place des OKR. Okay. Mes managers, je trouve qu'ils ne répondent pas vraiment aux attentes des managers, et puis ils ne sont pas forcément très heureux de travailler avec eux. Bah, pas de souci, formez-les au management 3.0. Ça paraît super simple comme ça, dit comme ça, sauf que, en fait, on ne cherche pas à comprendre quel est le problème. On ne cherche pas à investir du temps dans la compréhension du problème. Sauf que si on ne comprend pas le problème, toutes ces solutions peuvent s'avérer inutiles, voire profondément désastreuses. Et là, je vais encore faire du name dropping, hein, je m'excuse. C'est peut-être un moyen de me la raconter, je ne sais pas. Je vais vous parler de deux personnes. Paul Watzlawick,
et Michel Crozier, qui nous explique que le problème, c'est le problème, ça c'est Michel Crozier, et j'évoquerai juste après, et le problème, c'est la solution. Alors, Paul Watzlawick, psychologue, je vous recommande ses livres, notamment Les cheveux du baron de Munchausen, que je prononce très mal et je m'excuse auprès de lui. Il nous explique que le problème, c'est la solution, donc c'est-à-dire qu'on applique une solution qui est totalement décorrélée de la compréhension du problème. Et ça s'explique aussi par la croyance que notre propre vision de la réalité est la seule réalité. Je vais le redire. La croyance que notre propre vision de la réalité est la seule réalité est la plus dangereuse de toutes les illusions. Alors, cette phrase, je trouve qu'elle est très importante. En tout cas, moi, quand j'ai lu cette phrase, j'ai fait une pause dans ma lecture en me disant, mais c'est effectivement, ça fait écho à moi, à ma façon d'appliquer mon métier. J'ai été longtemps persuadé que l'agilité, c'était le truc, quoi. J'ai longtemps projeté l'agilité sur à peu près tout, en me disant, si vous n'y avez pas, en fait, c'est parce que vous n'êtes pas agile. Vous faites de l'agile, vous n'avez pas le mindset, en fait, tous ces trucs totalement cons que j'appliquais, mais avec de grandes convictions. Et ce que nous dit Paul Watzlawick, c'est que, en fait, ceux qui tiennent ces propos, et donc moi je tenais ces propos-là, ils n'ont pas tort en soi, en tout cas de leur point de vue. Mais, et ça c'est ce que nous rappelle François Dupuis, il est très important d'investir du temps dans la connaissance. Et c'est la première phase d'un processus de changement. La première phase, ça ne doit pas être d'arriver en disant mettez en place ceci, cela. La première phase, ça doit consister à discuter avec les personnes. Ça peut paraître tout bête comme ça, mais discuter avec les personnes, comprendre ce qui se passe, comprendre le problème. Et donc, il manque dans ces approches un investissement dans la connaissance, première phase de tout processus de changement. Et quand il dit ça, donc ça c'est dans son livre « On ne change pas les entreprises par décret », il parle aussi bien de la sociocratie que de l'holacratie, que des approches agiles. Parce que le problème, c'est le problème, et là je cite Michel Crozier, qui est donc un des maîtres de François Dupuis, qui nous explique qu'il faut passer du temps à comprendre le problème. Mais je rajouterais que certes, le problème c'est la solution, certes le problème c'est le problème, mais aussi le problème, c'est les porteurs et les porteuses de ces solutions-là. Et je m'inclus là-dedans, j'ai longtemps considéré mes solutions comme vérité, ce qu'elles ne sont pas du tout. Il me reste 15 minutes, ok, je pense que je suis un peu à la bourre. Alors, là je fais un petit récapitulatif. Je vous ai parlé du travail empêché, du changement permanent et de la tyrannie de l'urgence comme cause. Mais attention, ce n'est pas les seules causes, il en existe pléthore, c'est celle que j'ai en tout cas choisie de manière totalement subjective, et les fausses solutions pour combattre ce mal-être au travail. Ma conviction, comme vous avez très bien compris, c'est qu'aujourd'hui l'industrie agile, elle participe grandement à ces causes du mal-être au travail, et elle applique des fausses solutions sous couvert d'une connaissance qu'elle estime être la bonne. J'en profite aussi pour partager un propos de Silène Perragin qui nous explique, donc qui est psychopraticienne, si je ne dis pas de bêtises, et qui est une ancienne consultante, je crois même qu'elle est peut-être toujours, qui nous explique aussi que tous ces changements-là, toutes ces attitudes-là, elles sont accompagnées souvent de deux types de langage, un langage positif et un langage ludique. Et elle part du point de vue, elle part pour décrire, on va dire, les consultants RH, mais je trouve que ça s'applique aussi profondément au sein de la communauté agile, d'avoir une sorte d'injonction au ludique et au positif, comme si tout devait être drôle, tout devait être joyeux, comme si en gros il fallait porter un nez rouge pour rendre le travail acceptable. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que j'ai le souvenir encore tenace d'une personne que j'avais vue en entreprise qui me présentait tout le changement qu'elle avait mis en place pour son équipe. Et elle avait mis en place une sorte de jeu où chaque équipe était représentée par un avatar. Il y avait des évolutions, gagner des points en fonction de nouvelles pratiques qu'on mettait en place. Et au bout d'un certain nombre de points, les équipes gagnaient des cadeaux qui étaient absolument anecdotiques. Et donc quand je lui expliquais, je la questionnais en fait cette personne sur cette approche-là, elle me disait mais c'est cool, c'est fun, tout le monde s'amuse. Et pourquoi moi ça me choque? C'est parce que déjà ça c'est du management vraiment à l'ancienne, une carotte, si tu fais ça, si tu mets la bonne pratique que je t'ai définie, à la fin tu auras un petit cadeau, un gobelet en plastique, super. Mais au-delà de ça, c'est que ça mène toute contestation impossible. Mais pourquoi tu te plains? Tout le monde s'amuse. Regarde, tout le monde rigole, c'est fun ici. Et c'est les limites à la fois
de l'injonction ludique et de l'injonction au, on va dire, au langage positif. Typiquement, une entreprise dans laquelle j'étais, où on me disait non, Denis, n'utilise pas le terme problème, parle de challenge. N'utilise pas le terme chef de projet, on considère que chef, c'est pas bon, ça implique des choses négatives, utilise plutôt le terme de, je crois que c'était facilitateur. Bref, tous ces langages-là amènent une situation comme quoi le conflit est à éviter, et il faut éviter à tout prix le conflit, et de toute façon, il ne peut pas y avoir de conflit puisque tout le monde s'amuse et tout le monde est content. Sauf que le conflit est indispensable, les tensions sont indispensables pour générer des idées, pour réussir à améliorer l'existant. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez peut-être me dire « Mais Denis, t'es bien mignon, mais tout ce que tu nous décris, on le connaît. » Et effectivement, vous avez raison. C'est ce qu'on parle de fake agile ou de dark agile. Là encore, je m'excuse pour mon accent terrible. Je suis corésien, donc ça explique bien des choses. En fait, le fake agile, c'est un ensemble de dérives qu'on peut voir, de mauvaises mises en place de pratiques qui sont décorrélées de leur sens, qui sont décorrélées de leur, on va dire, de leur existence même, sauf que ça signifie, oui, très bien, c'est vrai, sauf que si on utilise ce terme-là, fake agile, ça signifie que, à contrario, on considère qu'il existe une agilité véritable, une agilité, on va dire, pure, qui s'efface de toutes ces contradictions. Sauf que moi, ma conviction principale, c'est que cette agilité authentique, véritable, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Ou alors, si elle existe, c'est uniquement auprès des consultants qui ont écrit le manifeste agile et qui sont très contents de l'impact business pour eux, qui sont très contents 20 ans après de vendre des formations, de vendre des certifications et de faire que tout devienne certification. Ou alors, cette agilité authentique véritable, elle n'existe que dans les slides de conférenciers tels que moi, de formateurs, de coachs, qui nous expliquent « Regardez, l'Éden se situe juste là, vous y êtes encore très loin, d'ailleurs vous n'avez pas encore le mindset, mais grâce à moi, vous allez y parvenir. » Seulement, cette approche-là, pour moi, elle témoigne, une fois de plus, d'une volonté de garder une forme de pouvoir par le biais de la connaissance et d'imposer son savoir sans prise en compte du contexte et sans avoir l'humilité de reconnaître que ceux qui font, c'est ceux qui savent. Et ce n'est pas des consultants, des coachs, des scrum masters, c'est les personnes qu'on accompagne. Alors, je ne voulais pas n'avoir que cette conviction, il me reste 10 minutes, ok. Et je voulais la partager, donc j'ai écrit un mail à Ron Jeffries, qui est donc un des fondateurs, enfin, on va dire, je crois que c'est lui qui a écrit à peu près 80% du manifeste agile, si j'en crois l'histoire qui m'a été racontée. Ron Jeffries, je lui ai raconté en résumé de ce que je viens de vous dire, en disant mais quel est votre point de vue, vous représentant, on va dire, de l'agilité, qui est peut-être même la personne la plus connue, on va dire, mondialement sur le sujet. Et est-ce que ça existe vraiment? Et là, l'effet ne marche pas. Je voulais vous impressionner et c'est raté. Et ce qu'il me dit, alors là, c'est évidemment un résumé. Il m'a écrit un grand pavé. Il m'a dit que la plupart des équipes dites agiles ne le sont pas et qu'il ne connaît lui-même aucune entreprise agile. Donc c'est quand même assez marquant d'une personne qui a écrit quantité d'articles, qui a écrit le manifeste, qui a porté ce sujet-là, qui depuis quelques années commence à dire « ouais, en fait, Scrum, c'est peut-être un peu de la merde » et qui commence à nous dire « en fait, je connais aucune entreprise agile, ça n'existe pas ». Donc là, ça, peut-être une fois de plus, j'aurais pu interviewer une autre personne qui m'aurait dit l'inverse. Et donc là, je suis totalement dans mon biais de confirmation. Mais je pense que ça, c'est inhérent à toute personne qui présente un sujet. Et là, j'insiste, c'est mon point de vue. Ce n'est pas une vérité. Moi, je pense sincèrement que l'agilité, aujourd'hui, c'est une licorne qui sert à vendre toujours plus de formations, à vendre toujours plus de coaching, à vendre de choses qui sont profondément, je trouve, inutiles. Mais pour conclure, j'aimerais quand même amener une note positive, parce que là, je sens que j'ai créé une ambiance de merde. J'en ai conscience, c'est la troisième fois que je donne cette conférence. Les 2 précédentes fois, ça s'était très mal passé, donc j'ai confiance qu'elle est... elle est peut-être pas terrible, cette conférence, mais en tout cas, elle n'amène pas que du positif. Et d'ailleurs, pour l'histoire, la deuxième fois que j'ai présenté, j'ai démissionné en me disant « il faut que j'arrête mon métier ». Donc il y a peut-être un truc, ça témoigne peut-être de quelque chose de très personnel. Donc pour la conclusion, j'aimerais quand même amener une ouverture. Je vous ai évoqué que
on va dire, l'agilité existe depuis, on va dire, les années 80. Elle a été popularisée au début des années 2000, 2001. Aujourd'hui, on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère agile, c'est-à-dire que l'agilité est partout, on le voit dans les publicités, on le voit. Enfin, c'est un terme qui ne veut plus rien dire, un terme qui est totalement vidé de son sens. Et plutôt, et je pense qu'en fait, elle est victime de son succès, car plus un concept est connu, plus il est incompris au final, et plus ce qui est compris de lui est totalement distordu par rapport à son intention initiale. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que selon moi, il est aujourd'hui inutile, profondément inutile, d'aller faire la chasse à ce qu'on peut considérer comme le dark agile, ou moi ce que je considère comme l'agilité, c'est-à-dire les mauvaises pratiques, les frameworks qu'on considère comme pas être bons, etc., etc. Les certifications, tous ces trucs-là. Et je pense que c'est inutile parce que maintenant c'est inhérent à l'agilité, c'est l'agilité. L'agilité, elle est comme ça. Mais je pense qu'il serait peut-être intéressant, c'est de réfléchir à ce qui s'est passé en fait en 20 ans. Et comment on s'est comporté pour arriver à cette situation-là. Et donc mon ouverture, c'est une question. C'est qu'apprenons-nous sur nous-mêmes au regard de l'application du manifeste agile. Et pourquoi cette question? Parce que je reste persuadé que si on comprend un petit peu comment chacun de nous y a participé, on peut réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire un petit peu différent pour éviter que ça se perpétue. Je vous remercie. Si vous avez des questions, on peut évidemment, on peut faire le questions-réponses maintenant. Vous pouvez aller sur ce truc-là, mais j'ai une expérience un peu négative de ça. La dernière fois, il y a des gens qui tenaient des propos un peu disgracieux, donc n'hésitez pas à venir me les dire plutôt que les écrire. Je suis très ouvert à la critique, donc venez m'en parler si vous trouvez que c'était trop pourlingue. Ensuite, juste là, je fais une micro-publicité, je m'en excuse, c'est que pendant un an, j'ai tenu un podcast qui s'appelle 0, où j'ai interviewé quelques auteurs que vous avez pu voir là, mais aussi à peu près 30 chercheurs sur la notion de mal-être au travail. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, ça peut peut-être vous intéresser ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour Denis. Oui, bonjour. Moi je m'appelle Denis aussi et je suis barbu. Je voulais te provoquer en duel au début parce qu'il y avait un Denis barbu de trop dans cette salle, mais finalement je te laisse la place. Non, je voulais te demander si finalement là tu parles de ce que l'agilité fait mal entre guillemets pour gérer ces questions de souffrance au travail. Est-ce que avant il y avait des choses qui adressaient mieux ces questions-là à ton avis, et est-ce que finalement l'agilité fait quand même pas du bien sur certains aspects, et s'il n'y avait pas des questions auxquelles on ne savait pas répondre avant ce développement-là? Ouais, c'est vrai que ma présentation est extrêmement binaire et elle nécessite d'avoir quelques nuances. C'est binaire parce que je pense que pour que le message passe, c'est important de grossir un peu le trait. Mais effectivement, je pense que l'agilité a amené, on va dire, a permis de mettre en avant certaines dérives managériales, notamment dans le développement logiciel, et de voir que ces dérives avaient des conséquences désastreuses sur les personnes, mais surtout sur le produit. Et je pense que c'est ça le gros apport de l'agilité. Et puis même, il y a différents auteurs. Bon, j'ai cité Sutherland, j'ai parlé aussi d'Jürgen Appelo ou même de Ron Jeffries, qui, je trouve, ont permis d'amener une certaine compréhension de comment on pourrait améliorer le quotidien des équipes en développement logiciel. Donc, effectivement, tout n'est pas à jeter. Et moi, aujourd'hui, même si je n'exerce plus du tout le métier pour les raisons que je vous ai évoquées, je continue de m'inspirer un petit peu de ce que j'ai appris durant ce parcours-là. Et il y a évidemment plein de choses à retenir et à apprendre. Je pense que ce que moi je veux un petit peu combattre, c'est l'aveuglement que je vois beaucoup auprès de professionnels d'agilité qui, comme je le disais, projettent l'agilité dans tout, considèrent que l'agilité c'est le camp du bien et considèrent que leur façon de faire c'est la bonne façon de faire. Donc ça, c'est pour moi une dérive, et qui plus est, je pense qu'il y a un vrai paradoxe aujourd'hui au sein de la communauté agile, c'est-à-dire qu'on nous rabat les oreilles sur l'autonomie des équipes, et en même temps, on va imposer aux équipes des façons de faire et des façons de penser. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Denis. Ok. Je te laisse le choix des armes pour le combat tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Merci Denis pour cette excellente conf. Je te le redis encore une fois, bravo. Merci. Je suis convaincu qu'il y a des dérives dans la mise en œuvre de ce qu'on fait de l'agilité. Après, il y a une conviction profonde, c'est que l'agilité, c'est l'amélioration continue. Comment on peut faire de l'amélioration continue sans faire du changement permanent, en fait? C'est une très très bonne question. J'aimerais avoir une réponse très binaire là-dessus. J'en ai pas. Je la vis depuis 2 ans et demi parce que je travaille dans des startups où il y a une temporalité qui est spécifique, où il faut que tout soit fait maintenant. Et c'est très difficile d'amener un changement sans créer ce que je parlais de précarité subjective. Alors, il se trouve que j'ai fait une conférence là-dessus sur comment je me suis pris dans la startup. Et je ne vais absolument pas te surprendre, c'est même extrêmement banal ce que je vais dire. La solution qu'on a fait, une des solutions qu'on a mis en place, c'est l'écoute. Écouter les personnes et voir comment elles vivent, on va dire, et aussi leur faire définir elles-mêmes ce qu'est pour elles un rythme soutenable. On a tendance souvent, quand on met en place des changements, ou quand on est, on va dire, à la tête d'un changement, à dire, tiens, il faut que ça arrive ça, là, maintenant, là, dans tel moment, etc. Donc là, on a fait l'approche inverse, c'est qu'est-ce que c'est pour vous une approche soutenable? Et aussi, c'est de mettre en place un management des connaissances, parce que le changement permanent, il amène cette situation où les personnes sont perdues et peut-être ne savent pas, ne comprennent pas qu'elles ont un savoir qui peut être utile. Donc, ça peut être tout simple, hein, c'est faire un panorama de l'ensemble des connaissances et des compétences, voir qui maîtrise ou non, créer des moments où ces personnes échangent entre elles, afin de s'assurer que les personnes ne soient jamais seules, qu'elles puissent travailler à 2, à 3, à 5 sur un même sujet, que celles qui savent partagent celles qui ne savent pas, et afin de s'assurer que, au final, ce changement il soit à un rythme qui leur convient, tout en ayant une possibilité de ne pas être perdu face à une absence de connaissances. Mais ça ne s'est pas fait sans heurts, il y a eu pas mal de difficultés, mais en tout cas c'est comme ça qu'on s'y était pris, et une fois de plus, on s'y est pris comme ça, mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire, ça marchait pour nous, mais ça ne marchera peut-être pas pour d'autres personnes. Ça répond à ta question? Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Il va falloir courir encore. D'abord, un grand merci pour cette conférence et le courage de la faire, parce que c'est challengeant, je pense, pour nos esprits, et c'est important de le faire. Moi, j'avais juste une réflexion qui était de dire, en fait, travail, l'étymologie du mot travail, c'est tripalium, qui est un instrument de torture. Donc pour moi, j'ai un peu envie de me dire que, par essence, le travail est une torture. Et donc... Je vais amener dans l'esprit inconscient des gens au niveau collectif. Ouais. Et du coup, on essaye un peu de se débattre un peu avec ce concept qui est intrinsèque aujourd'hui. Et du coup, je ne sais pas si c'est vraiment l'agilité ou c'est juste le travail. J'amène une petite différence là-dessus, une petite nuance. C'est qu'il y a un livre qui s'appelle « Le trouble dans le travail » qui a été écrit par Marianne Dujarrier, qui reprend la définition du sens du travail depuis différents siècles en analysant des dictionnaires depuis, je crois, le XIVe siècle, il me semble, et qui montre que cette notion que vous venez d'évoquer, qui est effectivement très souvent partagée, parce qu'on parlait d'abord du travail de la femme lors de l'accouchement, et donc aussi de la notion de douleur dans le travail, au final, elle est liée à une époque, mais elle est liée à cette époque-là, mais ce n'est pas la signification initiale, ni ce qu'elle signifie aujourd'hui. Et c'est toute la difficulté, je trouve, de cette notion de travail, c'est qu'elle est multiple, et en plus, c'est pareil que l'agilité, c'est devenu un mot valise. On parle de sens au travail, on parle de valeur travail, alors que sens et valeur ont eux-mêmes plusieurs significations, et on les met ensemble en espérant que ça ait une signification, alors que ça n'en a pas du tout. Donc, je ne réponds pas beaucoup à votre question, je réponds juste, en fait, j'en sais rien. Merci. De rien.